On va vous montrer une dernière parade russe pour ne pas se faire repérer, justement, qu'utilise la Russie par les Ukrainiens. L'utilisation de la couverture thermique, une couverture de survie dont le but premier est de maintenir à la base la chaleur corporelle. L'histoire fait la une de revues scientifiques américaines. C'est un soldat ukrainien combattant dans l'est de l'Ukraine qui a récemment observé cette technique pas nouvelle, vous nous l'avez dit. Isabelle, on y revient dans quelques instants. Des couvertures également retrouvées sur des troupes capturées ou tuées près d'Avdiivka. On est au nord de Donetsk. Camilla Campuzano. Des soldats russes qui disparaissent soudainement sur ces images partagées sur un compte pro-Kremlin. La technique est pourtant simple. Ils utiliseraient des couvertures de survie comme celle-ci pour tromper les caméras thermiques. Ici, la différence entre une personne sans ce dispositif et à côté un soldat dissimulé dont on aperçoit à peine les contours. L'information est relayée par cet homme qui se présente comme un officier ukrainien. Selon les informations fournies par nos soldats, des groupes de sabotage russes utiliseraient ces couvertures antithermiques pour éviter la détection par les caméras thermiques et les drones. Des couvertures de survie auraient même été retrouvées sur des troupes russes à Avdiivka. Une technique qui ne serait pas généralisée, probablement faute de moyens. Elle ne fonctionnerait que pour leurrer des appareils peu puissants ou de courte portée. L'utilité d'un tel outil reste tout de même évidente. Voici ce que voient les soldats ukrainiens avec des dispositifs dotés de caméras thermiques. Les soldats russes apparaissent clairement. Le procédé intéresse aussi Kiev. Ce poncho aurait été développé par un volontaire pour parvenir au même résultat. Il permettrait de cacher la température corporelle. Face à ces méthodes, les forces ukrainiennes veulent mieux s'équiper en termes de détection. Elles ont reçu de la part des États-Unis des lunettes spéciales dotées de vision nocturne. Thomas Ernaud, je le disais tout à l'heure, je ne croyais pas tellement aux histoires de pancho sur le terrain, mais visiblement, tous ceux qui se sont succédés sur ce plateau ont dit bah oui, c'est une vieille technique, on l'a utilisée. Les talibans le faisaient également avec des draps mouillés pour leurrer les troupes américaines du côté de Tora Bora. Ça paraît rien, ça paraît dérisoire, mais ce sont des choses qui fonctionnent, même si ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher et surtout vous sauvez des vies parce que les armées occidentales comme l'armée russe ou l'armée chinoise disposent de matériel qui permettent de rendre visible l'homme par sa chaleur thermique. Donc ce genre de housse permet de cacher l'individu et ça permet de sauver des vies. Donc oui, ça existe depuis longtemps. Et le fait que ce soit une guerre de tranchées en ce moment, sur la plupart ça joue des parce fronts, que ça joue. C'est l'homme qu'il faut avoir dans les tranchées, ce ne sont pas des chars qu'on a, ce sont des hommes et donc il faut sauver un maximum de vies pour ensuite pouvoir mener ces fameuses contre-offensives, ces offensives et puis garder le terrain. Les guerres de tranchées, on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale, on l'avait vu pendant la guerre de Crimée en 1854, ce sont des guerres longues qui repose sur l'humain, sur le facteur humain, sur le rapport démographique. C'est important de protéger l'individu dans ce cadre-là, même si les Russes ont un rapport à la vie qui est un peu différent. Je le disais tout à l'heure, les Ukrainiens ont une démographie moins imposante, donc une profondeur stratégique moins imposante que la Russie. Il leur faut protéger leurs soldats, et ce genre d'outil le permet. Protéger leurs soldats, protéger aussi la vie de leur population. On va vous parler d'une autre arme que les Russes utilisent dans cette guerre, celle justement du repeuplement, de la déportation. Un plan piloté par Moscou qui vise à installer certains de ses citoyens, de nombreux citoyens d'ailleurs, dans les territoires annexés. Une russification à marche forcée qui vient de prendre une nouvelle dimension. On va voir ça avec vous, Nivine Potros. On en sait plus sur cette stratégie de repeuplement qui est utilisée par les Russes pour tenter de russifier l'Ukraine. Exactement, on en sait un peu plus grâce aux précisions d'Anna Maliar, c'est la vice-ministre ukrainienne de la Défense. Et selon elle, la Russie a lancé une opération de réinstallation à grande échelle de personnes provenant des régions les plus pauvres et éloignées de la Russie vers l'Ukraine. Ce procédé, précise-t-elle, il a été principalement observé dans l'oblast de Lugansk. Alors pour l'instant, aucune image, aucune vidéo n'a filtré. On ne sait pas non plus combien de personnes pourraient venir en Ukraine, mais selon Kiev, de très nombreux Russes pourraient être forcés à venir s'installer en Ukraine prochainement, car les contreparties sont plutôt alléchantes. En échange de leur venue en Ukraine, les Russes reçoivent un logement, un emploi, mais également des prêts pour développer une entreprise. Évidemment, dans le même temps, les Ukrainiens qui se trouvent sur ces territoires sont expulsés de force sous divers
divers prétextes comme adhésion à des positions pro-ukrainiennes. Selon Anna Maillard, eh bien, la Russie tente tout bonnement de modifier la composition ethnique de l'Ukraine et détruire l'identité nationale dans les territoires occupés. Cela pourrait s'apparenter à une forme de génocide, selon l'ISW, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui explique eh bien, que de telles campagnes de dépeuplement et de repeuplement peuvent constituer un effort délibéré de nettoyage ethnique et une violation donc de la Convention de Genève. Rappelons quand même quelques chiffres. Plus de 9500 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie. 100 000 autres, principalement originaires de l'oblast de Donetsk et de Louhansk, y ont été envoyés de force pour recevoir des soins médicaux. On savait effectivement, on connaissait ces chiffres d'enfants déportés de l'Ukraine vers la Russie, mais on découvre désormais eh bien, ce trajet inverse de Russes envoyés en Ukraine pour y repeupler le territoire occupé. Merci beaucoup, Nivine. On salue Eugène Béat qui est avec nous. C'est un grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles. Mais Nadezhda Kutepova, je voudrais d'abord vous poser la première question sur ce qui semble être une pratique institutionnalisée qui ne date pas d'aujourd'hui. On a l'impression que la déportation, mettre des populations parfois par la force là où il faut qu'elles soient, c'est quelque chose que l'on connaît bien et depuis très longtemps en Russie. Oui, mais je pense que dans le cas de cette guerre, ça sera plus difficile qu'auparavant parce qu'il n'y a pas des motifs, je dirais, même les motifs patriotiques, ne s'ajoutent beaucoup. Je pense que ça sera plus par force. Je vous donne un exemple de ma propre famille. Ma grand-mère qui s'enfuit de Kiev au début de la Seconde Guerre mondiale, il vivait avec ses enfants à l'évacuation. Il a été mobilisé, et on dit en russe, volontairement, obligatoirement par parti communiste pour construire cette usine de plutonium à l'Ural, où il est venu, il est resté là-bas, mais c'était la même manière, parce que imaginez qu'il y a des bénévoles qui veulent aller à Lugansk pour repeupler. Dans cet état de la guerre, c'est très difficile, même la Russie profonde, des femmes qui votent pour Poutine, elles ne sont pas prêtes à y aller. Et en plus, ce territoire a besoin des spécialistes. Ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement gagner et repeupler, il faut organiser la vie là-bas. Ça veut dire ce territoire, il aura besoin des médecins, des enseignants, de tous les spécialistes de construction. Et moi, j'imagine ça peut intervenir que les gens sur leur endroit de travail vont forcer, mais avec des bénéfices, mais c'est avec la force. Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de bénévoles pour y aller. Déjà, si le Kremlin, il ne prend pas n'importe quelle population, c'est au fin fond de la Russie, des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas véritablement d'accès à l'éducation. Donc, Moscou sait qui il met. Il sait que ces gens-là ne vont pas se révolter, c'est pas grave s'ils ne travaillent pas, c'est juste pour occuper le terrain. Oui et non, parce que vous savez que tout d'abord, la population des régions profondes, c'est les gens déjà suffisamment âgés, je dirais. En plus, ils sont déjà, même s'ils sont pauvres, ils sont déjà soit en petite maison ou quelque chose qu'ils ont déjà. Et il n'y a pas de menaces directes pour la vie. Vous savez, c'est ça la différence là-bas. Ils comprennent maintenant que c'est des bombardements, c'est des frappes. Ça veut dire que ça représente une vraie menace pour la vie. Peut-être que ces gens-là ne savent pas ce qui se passe là-bas. Enfin, je ne sais pas. Ils savent, parce que c'est exactement cette propagande qui dit que les gens à Lugansk sont visés par les Ukrainiennes. Et c'est un peu leur propre piège, je dirais. Comme il dit, c'est dangereux pour être là-bas à Lugansk et on vous incite les déménager. Ça veut dire que c'est ça cet échec et avantage du pouvoir russe, parce qu'il peut dire n'importe quoi sur le TV et les gens croient vraiment parce que c'est pas à côté d'eux, mais car il doit faire des pas pour y aller. Ils sont déjà cette image qu'il n'y a pas la guerre, opération spéciale, mais en tout cas des bombardements des Ukrainiennes en ce cas-là. Je ne pense pas qu'ils vont risquer leur vie. Mais, sauf qu'il y a des gens qui sont un peu toujours fous ou qui sont prêts à garder leur patrie, mais c'est une autre chose. Pour moi, c'est un peu cas médical. Eugène Berg, votre avis sur la question, ce sera plus difficile cette fois-là à organiser, c'est ce que nous dit en substance Nadezhda. Oui, évidemment. Heureux de vous revoir d'ailleurs.
Alors écoutez, pour moi, c'est vraiment, ça ajoute encore au chaos, au drame des deux peuples, et on voit tout de suite le but de la manœuvre, mais c'est plus un affichage qu'une réalité dans les conditions actuelles. Alors, je vais procéder à des petits calculs mentaux. Le but, c'est évidemment d'avoir une majorité de la population qui pourrait bien voter. Alors, sans vous abreuver de chiffres, les russophones ethniques étaient 38%, 39% dans les deux. On ne sait pas combien sont partis. Donc, pour reprendre possession de ces régions, des gens qui voteraient comme Moscou fidèles, il faudrait envoyer au moins 500 000. Alors, comme il y a eu 2,8 millions dès le départ, il y en a eu en Ukraine, on ne sait plus qui est qui et qui va où. Ça, c'est la première observation. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la dame qui a parlé hier, il faudrait des vrais spécialistes. Et c'est d'autant plus déplorable pour la Russie que la population baisse en Russie. Elle a perdu 3 millions d'hommes depuis le Covid. Elle manque de main-d'œuvre. Alors, si elle envoie, alors évidemment, elle considère que c'est des terres russes, mais elle se dépeuple elle-même. Et en même temps, pour rajouter, vous savez que Poutine, avant la guerre, avait une grande ambition de repeupler la Sibérie pour justement faire contrepoids à la Chine. Et là, tout son plan, il était prêt, enfin, il y avait des plans, on donnait 1 hectare à une famille russe pour aller en Sibérie, tout ça s'effondre. Donc la Russie s'enfonce de plus en plus dans le gouffre, à la fois démographique et économique, parce qu'il faudra aider les gens. Il faudra leur donner un capital, reconstruire des maisons, et on ne sait pas très bien. Donc déjà, le déficit budgétaire de la Russe est près de 4%, vous voyez, alors qu'il était pratiquement nul. Donc vraiment, c'est un plan qui est très beau, qui paraît sur le papier, mais qui me semble irréalisable dans les semaines ou les mois à venir. Donc je ne vois pas comment il pourra se réaliser, à moins de faire vraiment une opération encore tout à fait médiatique, où on construira 1 ou 2 maisons, et puis il y aura un couple là, très, très content d'arriver dans des cieux meilleurs que l'Arctique. Voilà un petit peu ma réaction, un peu brutale, mais en même temps, je ne vois pas vraiment comment ce plan pourrait être réalisé, et s'il est même réalisable ou réaliste. Comme ça s'est déjà fait, rester avec nous quand même. Thomas et Renaud, comme si ça s'est déjà fait, parce qu'effectivement les Russes ont l'habitude de le faire. Est-ce que le pouvoir aujourd'hui, qui est très ancré dans le passé quand il ne le réinvente pas, se dit que les bonnes vieilles méthodes, pourquoi pas de l'époque de Staline, de déporter des populations, ça pourrait fonctionner encore aujourd'hui sans prendre en compte ce que disait Eugène, ou ce que vous disiez, c'est-à-dire la réalité, les choses ont changé, qu'on le veuille ou non? C'est assez étonnant, mais en parallèle, en Chine, c'est ce qui s'est fait au Tibet. Ils ont envoyé des ethnies Yuan, je crois, au Tibet pour repeupler le Tibet. En fait, ça permet de contrôler ensuite un territoire. Moi, ça me faisait penser un peu aux années 30, où, alors je passe du côté allemand, mais où on avait ces fameux Lebensraum, où on promouvait les terres de l'Est pour envoyer des paysans soldats. Là, il faudrait voir un petit peu les terres qui sont à côté de Louhansk. Est-ce que ce sont des terres agricoles? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière de mettre la main mise sur le fameux grenier? Il y a tous ces sujets-là. Il faudrait voir le nombre d'individus qui est concerné. Et puis exactement si c'est pas de la propagande. Mais je sais que Vladimir Poutine, il y avait déjà 2-3 ans, avait mis en avant le fait qu'il mettait à disposition des personnes peu aisées de Russie, des terres de l'Est de la Russie, parce qu'elles étaient inoccupées. Et là, on a l'impression qu'il veut aller sur les terres ukrainiennes, parce qu'il y a de la richesse. On estime que 22% des terres agricoles ukrainiennes sont aujourd'hui aux mains russes, qu'elles ne sont pas du coup travaillées par des paysans. Et donc ce serait peut-être une nouvelle politique que souhaiterait mener le Kremlin, mais ça paraît un petit peu aussi, encore une fois, une approche de communication à une époque où on est beaucoup dans la communication. Eugène, cette communication, c'est important. Est-ce que c'est pas aussi un message envoyé au peuple russe en disant ces territoires, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie. J'ai décidé que c'était la Russie. Oui, bien sûr. Bon, c'est un message évidemment qu'il serine depuis longtemps. Mais encore une fois, où est-ce qu'il trouvera suffisamment de Russes sans plomber son économie, sans plomber sa société? Alors les parallèles, je connais bien. Staline a déporté en 1944
toute la population tatare de Crimée. Elle est revenue, d'ailleurs, elle disait, voilà, vous avez pris nos maisons. Donc, on n'est plus en 44. Bon, même si la Russie est quasiment maintenant une dictature autoritaire et tout, il y a des médias, il y a l'opinion publique, il y a des correspondants. Il ne peut plus prendre comme ça des gens. Et puis, de toute façon, il ne déporte pas, il demande aux gens de venir. Alors évidemment, il va les pousser. On connaît les dires. Il va dire, écoutez, si vous n'allez pas, vous allez perdre votre emploi, votre fils ne pourra pas entrer à l'université, on va couper les vivres à votre grand-mère, je ne sais pas, tous les moyens sont bons. Mais là, vraiment, comme je dis, il ne suffit pas d'envoyer quelques personnes pour renverser la balance démographique, politique et même électorale. J'ai vite calculé, je vous dis, il faut 1 demi-million. Où est-ce qu'il va les trouver? Et tout en sachant que peut-être dans 3 mois, il y aura une contre-offensive ukrainienne qui va balayer tout ça. Donc les volontaires, il n'y en aura pas beaucoup.